un peu la dernière visioconférence dont je vous avais parlé, et plusieurs personnes m'avaient posé des questions sur l'aura, enfin moi une personne. Donc j'ai pensé que ça serait intéressant de parler de ce problème. Enfin, qui n'est pas un problème, hein, qui est une nouvelle approche que nous allons développer de plus en plus. Alors, dans le mot sympathie, empathie, télépathie, nous avons la racine pathie. Cette racine pathie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ressentir. Ça veut aussi quelquefois souffrir, mais là, c'est quand même plus ressentir. Et quand vous êtes en sympathie avec quelqu'un, effectivement, signifiant symbiose, hein, ensemble, être ensemble. Quand on éprouve de la sympathie pour quelqu'un, c'est que immédiatement, on pourrait dire que le courant passe, nous sommes sur les mêmes ondes, et vous voyez que là, j'emploie des termes qui ont rapport avec l'électricité. Parce que ce dont nous allons parler a un lien direct avec l'énergie, une énergie dont nous sommes tous inondés, dont nous n'avons pas toujours conscience. Et donc cette énergie fait que nous ressentons en face de nous une sympathie ou au contraire une antipathie ou alors de l'indifférence. Dans la sympathie, il peut y avoir plusieurs facteurs. Ça peut être lié au climat dans lequel nous sommes, hein, l'ambiance est importante. Ça peut être lié au physique de la personne. Cette personne peut vous rappeler quelqu'un que vous aimez et donc, a priori, vous êtes dans la sympathie pour cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui émet les mêmes idées que vous, qui est sur la même, je vous dis, sur la même ligne de pensée, et donc immédiatement, vous êtes en sympathie avec elle. Par contre, dans l'antipathie, c'est quelqu'un que vous pouvez ne pas apprécier même par son physique, parce qu'elle vous rappelle quelqu'un que vous n'aimez pas, ou au contraire, vous la sentez fermée, vous êtes complètement dans le ressentir. Et pour continuer sur la sympathie, ça peut être aussi l'idée de souffrir avec. Quand quand vous présentez souvent vos condoléances, vous dites je suis en toute sympathie avec vous. C'est que vous partagez complètement la souffrance de la personne. Quand on parle d'empathie, c'est tout à fait différent. L'empathie, vous allez essayer de vous mettre dans la peau, si je pourrais dire, de la personne pour essayer de comprendre pourquoi elle réagit comme ça, comment elle ressent les choses. Enfin, vous essayez complètement de la comprendre. Ça se passe plus sur le plan mental. Et il y a un proverbe indien qui dit que tu ne jugeras pas ton frère tant que tu n'auras pas porté pendant 8 jours ses mocassins. Alors effectivement, les mocassins, c'est quand même très symbolique parce que les chaussures, c'est quelque chose qu'on fait à son pied, qui nous aide à traverser la vie, à marcher, qu'on garde longtemps. Et c'est vrai que je trouve que le symbole est très beau. C'est-à-dire que effectivement, si on veut rentrer en empathie avec quelqu'un, il faut vraiment essayer de comprendre aussi son chemin, parce que d'où il vient, comment il a fait, comment il a progressé, pourquoi il est comme ça. Enfin, voilà. Et donc l'empathie, c'est plutôt ce n'est plus du ressentir, c'est plutôt ça se passe au niveau du mental. Et là, je vais vous redire, je l'ai peut-être déjà dit, qu'une des bases en ésotérisme, hein, c'est de comprendre qu'on est plusieurs corps. Je rabâche un peu, mais voilà. On a un corps physique, on a un corps astral ou émotionnel, et on a un corps mental. Et ces trois corps constituent ce qu'on appelle la personnalité.
Et cette personnalité, il faut qu'elle devienne intégrée. On appelle une personnalité intégrée, c'est une personnalité qui fonctionne en bonne intelligence avec ses trois corps, qui vous connaissent bien. Et à partir du moment où on a cette personnalité est suffisamment intégrée, on va avoir une relation avec quelque chose qui nous constitue aussi, mais qui ne se manifeste pas toujours, c'est notre âme. Alors, on l'appelle âme, ou on l'appelle conscience, ou on l'appelle le soi. Ça a un caractère bien sûr spirituel, mais quand je parle du spirituel, bien sûr, je ne parle pas forcément du religieux. Le religieux fait partie du spirituel, mais le spirituel, c'est tout ce qui nous élève, c'est tout ce qui nous fait devenir meilleurs, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, pourquoi je vous parle comme ça, d'un seul coup, de tous ces corps, alors qu'on parle de la sympathie, de l'empathie et de la télépathie? C'est parce qu'on va voir que ces trois attitudes, hein, ces trois modes de vie, de fonctionnement, ont un rapport avec les différents corps. Je pourrais dire que la sympathie a plutôt relation avec le corps émotionnel et le corps aussi physique, puisqu'on ressent des choses, voilà. Et puis l'empathie correspond plutôt avec l'aspect aussi mental, et la télépathie beaucoup avec aussi l'aspect mental, et puis on verra aussi peut-être aussi un lien avec notre âme. Alors, qu'est-ce que la télépathie? La télépathie, ça veut dire télé, ça veut dire à distance, et pathie, on a dit que ça voulait dire ressentir. Dans la télépathie, on ressent à distance des choses. Alors, ça peut être des sensations, ça peut être un message, ça peut être toutes sortes de choses. Et c'est comme on l'appelle aussi la prémonition, la communication de pensée. Elle s'appelle la télépathie depuis très récemment, hein, en 1880. Et c'est pas par hasard, puisque c'est l'époque où on a découvert tous les télégrammes, la radio, on a commencé à inaugurer tout ce qui était les communications à distance. Quand on regarde sur le dictionnaire Larousse, hein, entre autres, la définition, je vais vous donner la définition qu'on donne de la télépathie. C'est un phénomène psychologique qui consisterait en une communication directe entre deux esprits dont l'éloignement réciproque interdit toute communication par le moyen de sensations usuelles. Alors, le dictionnaire Larousse, il dit qui consisterait. Ça veut dire que y a un doute, hein. C'est pas absolument certain. Pourquoi? Parce que on en parle depuis toujours de cette télépathie, mais on ne l'a pas prouvée scientifiquement. Et on s'aperçoit que pour croire à quelque chose, il faut avoir des preuves scientifiques. Et donc la télépathie, elle est difficile à prouver parce que c'est un phénomène qui est aléatoire. On ne peut pas dire qu'il se reproduise toujours, il faut des circonstances, c'est un peu le hasard. Enfin, on verra que ce n'est pas le hasard. Hein. Donc au cours de la discussion, je vais vous dire un peu comment essayer d'améliorer cette faculté qu'on a tous, la télépathie, mais qu'on n'utilise pas ou qu'on a perdue. On sait que dans toute la littérature, il y a des allusions à cette télépathie. Et cette télépathie, elle peut se passer à différents niveaux. Elle peut se passer simplement au niveau physique, c'est-à-dire que vous êtes dans un lieu et vous avez une impression désagréable. Vous ressentez que vous n'êtes pas bien, ou au contraire, vous êtes très bien. C'est déjà un phénomène télépathique parce que vous ressentez des choses et qui peuvent être tout à fait réelles.
Vous avez une communication qui est plus liée à ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé le corps émotionnel, qui est par exemple la chose très classique, une maman se réveille au milieu de la nuit parce elle sent que son enfant est en train de s'étouffer ou a un problème. Ou bien, plus dramatique, des mères pendant la guerre qui avaient le ressenti à un moment que leur enfant avait quelque chose, ou mourait, ou était blessé, ou avait une sensation difficile. Ça peut être aussi quelque chose d'agréable, c'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un a été prisonnier, par exemple, a été libéré, certaines personnes le ressentent. Il y a aussi beaucoup de télépathie qui se passe entre des gens qui s'aiment. Mais il y a une autre forme de télépathie qui va arriver en se développant de plus en plus, c'est la télépathie sur un plan mental, c'est-à-dire d'arriver à faire passer un message à quelqu'un à distance sans qu'il soit prévenu. Comment on peut expliquer ça et pourquoi je vous en parle à l'heure actuelle? Il s'avère que pour développer ses capacités sur un plan mental, il faut avoir développé ce plan mental. Or, l'humanité est vraiment au début de cette capacité. On pourrait revenir en arrière, hein, le règne humain a progressé très très lentement. Mais comme je vous disais la dernière fois, on est constamment en train d'évoluer par des formes comme en montant, comme si c'était une spirale. Et donc, si on revient en arrière, au début de la création, au début où l'être humain est arrivé sur Terre, c'est-à-dire il y a 18 millions d'années, hein, et là je fais référence au livre de Elena Petrovna Blavatsky, qui en parle, et on sait que l'être humain a progressé très lentement et a développé petit à petit des différentes qualités. Et pendant de millions d'années, l'être humain n'a développé uniquement son corps physique. Et il a développé ses sens petit à petit. Hier, il y avait à la télévision une émission qui expliquait qu'on venait de se rendre compte que l'être humain, au début, il ne voyait pas. Donc, on a développé petit à petit tous nos sens. Puis, pour développer le corps physique, dont la fonction est surtout la multiplication, enfin la procréation, et la préservation. C'est essentiellement la fonction du physique. Puis après, c'était l'époque lémurienne. Puis après est venue l'époque atlantéenne où on a développé nos capacités émotives, hein, tous nos corps émotionnels. Et à l'heure actuelle, on passe à l'époque arienne où on commence à développer vraiment nos facultés mentales. Mais ça ne se fait pas tout de suite et on est encore loin d'y être arrivé. Et il nous est dit qu'à peu près dans 300, 400 ans, les êtres humains ne communiqueraient plus par la parole, mais communiqueraient uniquement télépathiquement. Et cette fonction de communication, enfin ce moyen de communication a un avantage absolument formidable, c'est qu'on ne peut pas mentir quand on communique en télépathie. On va développer un peu tout ça. Alors, comment ça se passe? Alors, pourquoi maintenant? Ça se renforce beaucoup aussi parce qu'on passe dans l'ère du Verseau. C'est à peu près tous les 2000 ans, on change d'air. Et là, on vient de passer dans l'ère du Verseau. Ça s'est passé le 21 décembre 2020.
ça a été vraiment officialisé avec la conjonction de, je crois, Saturne et Jupiter, et c'est un phénomène astronomique, c'est-à-dire que les scientifiques le savent. C'est lié à la précession des équinoxes. Moi, je ne vais pas vous parler de tout ça parce que je ne suis pas une scientifique et puis je ne pourrais pas vous en expliquer beaucoup plus. Simplement, c'est que la Terre n'étant pas tout à fait ronde, elle se décale et elle est à ce moment-là inondée par des énergies qui sont différentes, entre autres l'énergie, la constellation du Verseau. Et cette constellation du Verseau, elle a des qualités, et ces qualités, la qualité essentielle, c'est la synthèse, elle faire la preuve aussi qu'on est tous interconnectés. Et c'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, toutes les technologies qui nous permettent de communiquer, de nous rendre compte à quel point nous sommes interconnectés, existent. C'est la préparation. Et donc, s'il existe cette interconnexion sur un plan, disons, technologique, hein, nous aussi, on a cette capacité qu'il va falloir développer. L'ère du Verseau nous amène aussi une autre qualité qui est beaucoup de créativité et de création. Et donc, on va s'apercevoir aussi comment tous les créatifs, tous les inventeurs, aussi bien dans tous les domaines, hein, scientifiques, les artistes, les politiques, les économistes, les enseignants, tout le monde, à des moments, reçoivent des informations qu'on peut considérer qui arrivent d'une façon télépathique et qui donc permet de créer des formes pensées, une opinion publique qui va nous permettre de progresser. Voilà, donc l'ère du Verseau est quelque chose de très prometteur, hein, pour nous, et ça va complètement changer nos façons de procéder. En plus, on va avoir d'autres qualités encore qui arrivent, mais dont on ne connaît pas toujours encore exactement comment ça va se passer. Mais les scientifiques ont toujours dit que le cerveau il y avait des endroits du cerveau, on ne sait pas à quoi ils servent, et donc on est amené à développer de nouvelles capacités. Avant de continuer un peu comment se passe la télépathie, je voulais quand même vous dire, vous rappeler qu'à chaque fois qu'on change d'air, il nous arrive toujours une aide, hein, parce que c'est compliqué pour l'humanité de changer complètement de paradigme, surtout qu'on n'aime pas changer, on est un peu heureux. Donc, il y a toujours eu des grands êtres qui sont venus dans l'histoire. Hein. Il y a eu, je sais pas, Mitra, Confucius, Krishna, Bouddha, Jésus. Enfin, à chaque fois, sont venus des grands êtres. Et là, donc, comme nous sommes en début d'ère du Verseau, nous attendons quelqu'un qu'on appelle Maitreya, du nom du Bouddha que les bouddhistes attendent pour l'ère du Verseau. Voilà. Et donc, cette télépathie qu'on doit développer, pour la développer, donc, il faut déjà qu'il y ait 2 personnes. Au départ, ça va être 2 personnes. On peut voir que ça peut se multiplier avec des groupes, des choses comme ça. Mais pour le moment, on part d'une base, il faut qu'il y ait un émetteur et un transmetteur. L'émetteur, c'est quelqu'un... et alors, quelles sont les qualités, enfin les conditions pour émettre? Il en faut 2. Il faut d'abord être très ouvert et ne pas être dans la négativité. Il ne faut pas être dans la critique. Et il faut être dans ce qu'on pourrait appeler carrément l'amour. Hein. Parce que on va faire passer une onde, et si cette onde, elle rencontre quelque chose qui la perturbe, elle va revenir comme un boomerang,
et on ne va pas pouvoir transmettre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de choses négatives. Et deuxièmement, il faut que le message que l'on envoie soit un message très clair. Ce message, il s'envoie par la pensée, mais on peut penser des mots, on peut penser des symboles, on peut penser des images, ça peut être des sons aussi, puisque dans la télépathie, il y a l'idée qui arrive, mais ça peut être aussi une image ou un message. Hein. Voilà, donc ça c'est... Donc pour avoir envoyé un message très clair, il faut aussi avoir travaillé sur un plan personnel pour connaître bien le sens du mot, avoir des idées. C'est pour ça que la télépathie ne peut pas se passer si on n'a pas un certain niveau d'évolution. La télépathie, je précise bien, qui se passe par le mental. Parce qu'il y a trois autres formes il y a plusieurs formes de télépathie. Il y a une télépathie complètement instinctive qui passe par on parlera tout à l'heure des chakras, mais par le chakra du bas du ventre. Hein. Et à ce moment-là, on a un message qui est plutôt une impression. On peut avoir un message aussi qui passe par le plexus solaire, qui est donc plutôt une sensation. Puis, vous pouvez avoir la télépathie sur le plan mental et sur le plan complètement par rapport à l'intuition. C'est plutôt un message que l'on reçoit de son âme ou d'un règne qui nous est supérieur. Alors, quand je parle de règnes qui sont supérieurs, vous savez que nous fonctionnons avec il y a différents règnes, tous interdépendants les uns des autres. Et dans la télépathie, tous les règnes communiquent. C'est-à-dire que aussi bien si vous avez par exemple, les gens qui recherchent les lieux sont propices, et examinent le terrain, ils sont en complète télépathie, enfin, on appelle ça du magnétisme, on appelle ça enfin, c'est les radiesthésistes qui sentent par rapport au terrain. Donc, ils communiquent avec le règne minéral. On peut communiquer aussi avec le règne végétal, les gens qui ont la main verte, on a toutes sortes on sait qu'en plus, ce règne a une grande capacité pour la guérison, c'est-à-dire que toutes les plantes, beaucoup de plantes d'abord nous nourrissent et aussi peuvent nous guérir. Ça veut dire qu'elles ont aussi un fluide qui nous permet de nous guérir. Puis, nous avons aussi beaucoup de communication, bien sûr, avec le monde animal. Tous les gens qui ont des chiens, des chats, des animaux de compagnie peuvent vous en parler. Moi, j'ai quelqu'un de mon entourage qui est un cavalier et qui me dit qu'avec un certain cheval, il n'a pas besoin de le guider avec les rênes ou avec les genoux. Il pense qu'il faut tourner à droite, il pense qu'il faut s'arrêter et le cheval s'arrête. Donc la télécommunication, elle se passe à tous les niveaux. Elle se passe avec tous les règnes, donc les règnes qu'on appelle subhumains. De même, les règnes entre eux communiquent aussi par télépathie, hein, c'est-à-dire qu'on sait, on a découvert que par exemple, en cas de tremblement de terre, les plantes peuvent prévenir les animaux et on voit les animaux qui fuient. On sait aussi que les animaux, quand ils sont en troupeau, ils communiquent effectivement. On communique aussi avec le règne qui nous est supérieur, hein, puisque quand on a fini notre chemin sur Terre, qu'on a fait au bout de nombreuses réincarnations, qu'on a fait notre travail
et qu'on est devenu presque parfait, on passe dans le règne qui nous est supérieur, qui est le règne spirituel. Et ce règne supérieur, bien sûr, nous envoie aussi des communications. On peut recevoir des messages en sachant que les règnes supérieurs ne peuvent communiquer avec nous que par le biais de nos chakras qui sont au-dessus du diaphragme. Voilà. Alors, je reviens j'avais fait cette parenthèse parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et j'ai peur d'être un peu confuse, mais enfin voilà. Je vous ai parlé de l'émetteur. Maintenant, je vais vous parler des qualités dont a besoin le transmetteur. La personne qui reste, le récepteur, pardon. Celui qui reçoit le message, il faut effectivement, lui aussi, qu'il n'ait pas de pensée négative et de dire d'être en porte-à-faux par rapport à la personne qui va lui envoyer le message. Il faut qu'il soit très disponible dans sa tête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit tendu en disant « je vais recevoir un message », parce qu'au début, on peut faire des essais, donc on se prévient qu'on fait des messages, et donc à ce moment-là, ne pas être trop tendu, parce qu'on va bloquer la transmission. Il faut aussi avoir un côté un peu, ne pas avoir d'autres préoccupations. Ne pas être, par exemple, en train de faire autre chose, par exemple, d'être en train de faire une recette et d'être très prise par ce qu'on fait, parce qu'à ce moment-là, on ne recevra pas le message. Il faut donc avoir une certaine, je dirais, déconcentration, ou plus exactement un lâcher-prise. Et puis, ne pas avoir de cuirasse, c'est-à-dire ne pas être fermé. Ça, c'est très important. Donc, on peut penser on reçoit les messages quand on est à un rythme cérébral bien particulier. Vous savez que le cerveau, quand on fait des électroencéphalogrammes, il y a des rythmes différents dans le cerveau. Quand on est très occupé, quand on est en train de résoudre un problème, on est en rythme gamma. Quand on est dans la vie courante, on est en rythme bêta. Par contre, quand on est en méditation, on est en rythme alpha. Et puis, il y a en méditation plus profonde, enfin, il y a après, il y a deux autres rythmes, theta et delta. Mais on peut penser que pour recevoir correctement un message télépathique, l'idéal c'est d'être dans un rythme un peu calme, comme le rythme alpha. Et donc, on verra plus tard l'aide que peut apporter la méditation pour s'apprendre à être plus en relation avec la télépathie. Voilà, je ne vais pas trop faire vous suivre. Alors, je ne vous ai pas parlé de quelque chose qui est très important, parce que c'est à ce niveau-là que se passe le phénomène, je ne vous ai pas parlé du corps éthérique. Notre corps physique est constitué de trois choses. Il est constitué de corps physique qui est fait de substances, mais il est entouré et baigné d'un corps éthérique. Quand je vous dis baigné, c'est parce qu'on a tendance à penser que le corps éthérique l'entoure, mais en fait il entoure chacun des atomes, chacun de nos organes, tout est baigné de corps éthérique. Ce corps éthérique, on n'en a pas, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on ne l'a pas prouvé scientifiquement. Mais tous les scientifiques ont tout à fait conscience et savent qu'il y a une matière qui est présente, qui est une matière qui est complètement vivante, pleine d'énergie,
et qu'ils appellent la matière noire. Et cette matière, on ne l'a pas encore prouvée, mais elle existe, et c'est par ce biais, par le biais du corps éthérique, que les messages peuvent passer. Donc le corps physique, comme je vous disais, est composé d'un corps physique dense, que vous connaissez bien, et puis de ce corps éthérique, et de centres. Entre autres, il y a 7 centres majeurs qu'on appelle les chakras, et puis il y a des centres mineurs, qui sont, en tout il y en a 49. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'énergie, elle est en perpétuelle transformation. Elle reçoit des énergies de partout, puisque tout corps est chargé d'énergie. Et l'être humain, il en reçoit beaucoup inconsciemment, beaucoup de messages, beaucoup de choses comme ça, mais il a la capacité de bloquer ceux qui lui déplaisent. Et il a aussi, à certains moments, et ça il va falloir le développer de plus en plus, conscient de toutes ces énergies qui nous entourent. Alors, le corps éthérique, il est composé de... enfin, c'est complètement des phénomènes électriques qui se passent. C'est comme un réseau électrique qui circule par le biais on appelle ça du nom des orientaux, parce que les orientaux ont décrit depuis longtemps ce phénomène. Ça s'appelle les nadis. Et ces nadis, ce sont plein de petits faisceaux électriques qui alimentent notre système nerveux et notre cerveau. Et il y a plusieurs centres. Ils alimentent entre autres 7 centres qui sont les chakras. Et les chakras, vous avez dû tous en entendre parler. Il y en a 7 qui correspondent aussi à nos glandes endocrines. Le premier est le chakra racine qui nous relie à la Terre. La Terre qui est également, bien sûr, qui est entourée d'un corps éthérique, qui a de l'énergie. La Terre est quelque chose de complètement vivant, qui a un aspect physique, mais aussi donc ce fameux corps éthérique. Puis nous avons le chakra qu'on appelle le chakra sacré, le hara, qui est le centre donc de toute la préservation et la procréation, hein, c'est ce centre-là. Nous avons ensuite le plexus solaire, qui est un centre que vous devez bien connaître et que vous pouvez le sentir, aussi bien le centre sacré que le centre, que le plexus solaire, vous pouvez le ressentir. Et ce plexus solaire, il est vraiment il fonctionne beaucoup en ce moment. Puis nous avons au-dessus du diaphragme le plexus qui correspond au cœur, le chakra qui correspond au cœur. Nous en avons un qui est le centre de la gorge. Donc le chakra du cœur, c'est tout le ressentir, avec aussi, bien sûr, la notion d'amour. Et puis le chakra de la gorge, c'est plutôt la création, la réalisation. Et à la fin, au fur et à mesure que nous perfectionnons, toute l'énergie sexuelle passe au niveau du plexus et de la gorge pour s'affiner et pour être le centre de la création. Hein, c'est là, les artistes, normalement, ils ont ce chakra assez développé. Puis nous avons bien sûr le chakra, le centrage là, qui est donc
le sourcil. Et puis, au sommet de la tête, nous avons le chakra qui nous permet de communiquer avec notre âme. On l'appelle le chakra couronne. Alors, tous ces chakras, l'humain aime bien cataloguer, les classer et tout ça, donc ils ont chacun une couleur, ils ont un sens dans lequel ils tournent, et ils correspondent à des énergies qui sont différentes, à sept énergies différentes. Mais c'est pas si simple que ça, parce que tous ces chakras, ils communiquent entre eux, ils sont alimentés par les nadis, et ils n'évoluent pas tous progressivement, suivant les personnes, ils évoluent différemment. Et pour certaines personnes, ils sont certains chakras sont à l'état de sommeil, parce que c'est pas le moment de développer, ou cette fille n'a pas besoin, enfin voilà. Et vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire « Oh, mais les chakras, moi j'ai la capacité d'ouvrir vos chakras. » Alors, je pense que c'est un peu utopique parce que nos chakras, c'est vraiment, ça correspond à notre niveau d'évolution, à notre énergie, et on pourra peut-être les ouvrir, mais ils se refermeront. Et puis, je pense même que dans certains cas, c'est peut-être dangereux. Et que je pense qu'il ne faut pas, aller dans cette direction. Et alors, vous me direz, on nous parle aussi de l'aura. Qu'est-ce que c'est que l'aura? Alors, l'aura, c'est justement la manifestation de l'énergie que nous avons. Alors, nous avons tout près du corps un aura qui correspond à l'aura physique, qui est notre aura de santé, de vitalité. Et il ne faut pas... Bon, c'est simplement une photo de l'état de santé dans lequel vous êtes. Puis, vous avez autour de vous un aura qui est beaucoup plus développé, l'aura qui correspond à votre champ émotionnel, et qui est en général est assez large et peut avoir des couleurs différentes. Et puis, vous avez un aura plus étroit, c'est l'aura du mental. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer, l'aura de l'émotionnel va se diminuer et vous allez avoir comme un offre autrui. Mais quand vous aurez un offre parfait comme ça, c'est que vous serez déjà à un certain niveau d'évolution. Alors, je vous explique un peu comment ça se passe, cette télépathie, parce qu'on peut recevoir donc des messages qui nous viennent d'autres groupes, mais on peut recevoir des messages qui viennent de ces êtres qu'on appelle, qui sont du règne spirituel, qui sont les gardiens du plan de la planète et qui sont chargés de l'évolution de ce plan et qui, à certaines époques, disent, ben voilà, l'humanité, elle est prête maintenant, et on peut commencer à envoyer cette idée, ou bien tel changement. Et donc, ils vont envoyer cette énergie. Et vous allez avoir des personnes qui auront la capacité de capter ces messages. C'est ce qu'on appelle l'impression. Hein. C'est un phénomène d'impression. C'est-à-dire qu'il va y avoir une impression qui va être faite sur le mental de la personne. Et on s'aperçoit que souvent, ce phénomène, par exemple pour un scientifique, on s'aperçoit que sur à une même époque, plusieurs scientifiques émettent une idée par rapport à une invention, hein, ont découvert quelque chose. En fait, ils ont capté cette idée, ils
ils auront donc leur travail, c'est donc de capter cette idée et en plus après de la mettre en forme, enfin, d'en faire une idée, d'en faire ce qu'on peut appeler une forme pensée, on appelle ça aussi, et de la communiquer à d'autres qui pourront essayer de la mettre en pratique. Alors, ça peut être la même personne qui reçoit l'information, qui la traduit et puis qui la met en pratique. Mais enfin, souvent, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et puis, il faut un certain temps pour que ces idées arrivent. Par exemple, l'idée de l'écologie, elle est arrivée, maintenant ça fait 50 ans, hein, et au départ, les personnes qui en parlaient, on les prenait vraiment pour des farfelus. Et puis, ça a commencé à se faire connaître. C'est devenu une forme pensée qui a pu être mise, qui commence maintenant à être en pratique. Il y a plein de choses comme ça qui évoluent à l'heure actuelle. Il y a l'histoire, par exemple, le rôle de la femme. Quand on pense qu'il y a au siècle dernier, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Moi, ma mère, elle n'avait pas le droit de voter assez tardivement. Elle devait obéissance à son mari. On devait signer un papier pour... c'était le père de famille qui devait signer le papier pour autoriser les enfants à sortir du territoire. La femme n'avait aucun droit. Et quand on voit en 50 ans, en 60 ans, comment les choses ont évolué, on se dit qu'on peut avoir de confiance, c'est qu'on est quand même sur un chemin d'évolution. On pourrait penser, à l'heure actuelle, vu tout ce qui se passe, que l'on est en perte de vitesse, que l'être humain a bien perdu. En fait, on continue à évoluer. On s'est simplement fourvoyé par rapport au matérialisme, hein. On est devenu de plus en plus accro à ça. Et donc là, maintenant, il va falloir redresser la barre, mais on voit qu'on est quand même toujours dans un chemin d'évolution. Alors, pour développer cette capacité de ressentir, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, il faut avoir une vie droite et essayer toujours d'être sur le chemin de l'évolution. C'est la première chose, hein, en essayant d'essayer de comprendre les choses. Et on nous a donné 3 recettes qui sont de pratiquer l'honnêteté du mental, c'est-à-dire ne pas dire une chose, en penser une chose et en faire une troisième. On nous propose aussi la sincérité du cœur, c'est-à-dire d'être soi-même, c'est-à-dire ne pas jouer un rôle, ne pas prendre un masque, même si c'est pour faire plaisir. Et puis, il y a une troisième solution, c'est aussi le détachement. Le détachement, aussi bien sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Et puis, il y a une autre façon aussi de développer cette sensibilité à la télépathie, c'est la méditation. Parce que la méditation, elle va vous d'abord, qui dit méditation, qui dit contact avec son âme. Mais aussi, elle va vous apprendre à ressentir un peu les choses. Souvent, au cours de la méditation, on ressent un peu les chakras, ou bien, surtout aussi, on apprend à calmer son esprit. Et donc, quand en télépathie, comme je vous l'ai expliqué, il faut surtout être complètement, essayer d'avoir l'esprit neutre, de ne pas avoir plein de pensées, plein de soucis. Donc, ça va essayer, parce que par ce biais, vous allez pouvoir être beaucoup plus
beaucoup plus réceptif. Et puis, il y a une méditation qui a été donnée il n'y a pas très longtemps, dans les années 1970, autour des années 1970, qui est un outil parfait pour développer nos capacités télépathiques, et en plus qui est une méditation pour aider l'humanité. Donc c'est une méditation qui a été donnée qu'à cette époque, parce que justement nous n'avions pas encore développé ces capacités on était encore trop dans l'émotionnel. Jusqu'à maintenant, quand on s'adressait, par exemple, à Dieu, chez les croyants, on faisait une prière. C'est-à-dire qu'on s'adressait à quelqu'un qui était extérieur à nous. Alors que on pourrait faire ce qu'on appelle une invocation, c'est-à-dire justement essayer de faire descendre les énergies qui sont autour de nous pour améliorer le monde. Et cette méditation de transmission, c'est le cas. Et c'est de l'énergie que nous recevons du règne supérieur, du règne spirituel, et qui a l'avantage de cette énergie est obligée de passer par nos chakras pour arriver sur Terre, et à ce moment-là, donc nos chakras sont tous très renforcés et développés. Voilà, je ne sais pas si vous voulez me poser des questions. Oui, est-ce que tu... Il y a des questions dans le chat, mais en fait, apparemment, vous ne pouvez pas les lire. Non, je ne peux pas les lire, oui. Ouais, donc il y en a une. Quelle est la différence entre des maîtres de sagesse et des avatars? Alors, un maître de sagesse et un avatar, l'avatar est considéré plutôt pour quelqu'un qui vient d'une autre planète. D'accord. D'accord, et puis, oui, c'est ça, un avatar, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète, mais en général, enfin, il y a deux sens pour moi, avatar. Avatar, ça peut être des personnes qui, comme par exemple Léonard de Vinci, on savait que c'était à la fois un maître, mais aussi c'était un avatar parce qu'il arrivait d'une autre planète. Oui. Il n'était pas issu de la planète Terre. Voilà. Mais on peut aussi considérer un maître comme un avatar dans certaines circonstances. Là, je ne pourrais pas bien vous répondre de façon plus approfondie. Oui, oui, d'accord, merci.